Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du Game Plan. Nous allons parler du combat de l'UFC Paris entre deux newcomers, Yanis Guémouri et Kaolan Loufran. Tout d'abord, Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat? Ça va bien, ça va bien. Ce qui m'intéresse le plus dans ce combat, c'est un petit peu cette différence de gabarit entre nos deux combattants et je pense qu'on va avoir un combat très très explosif, très très plaisant à regarder. Alors, tu parles de différence de gabarit, c'est peut-être le moment pour directement donner la stat. Toi, tu les as notés, c'est un mètre, je te laisse les dire. Guémouri est plus grand parce qu'il mesure. Ouais, sur la taille, donc il mesure 1m77. C'était vraiment sur le physique, tu vois aussi. Ah, ok, ok. Euh, on a effectivement un gros déficit d'allonge, tu vois, de quasi 9 cm. Mais on a deux profils très différents, avec un Logran vraiment très musculeux comme ça, et puis un Yanis Guémouri un peu plus souple musculairement, tu vois, Hmm. athlétiquement. Et donc, je vais finir, c'est 1,77 contre 1,68 en termes de taille, hein. Ouais, C'était bien ouais, c'est ça? ça. Parfait. Mm, mm. Aldric, comment vas-tu? Et qu'est-ce qui t'intéresse toi de ton côté sur ce combat? Salut à tous. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent sur ce combat. Il y a effectivement la différence de physique, on l'a dit. On dirait un petit Shan Sherk pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ont Mm, découvert le mm. MMA il y a très longtemps. Kaolan Nongran. Et c'est surtout aussi deux orgas, deux personnes qui ont fait leur carrière majoritairement dans deux grosses orgas européennes et euro, on va dire, orientales. Donc c'est un peu l'opposition de ça aussi. Il y a le Brave d'un côté où Gemouri a fait la majorité de ses derniers combats, et il y a le Cage Warrior puisque Lundgren en est le champion. Voilà, donc opposition de physique, pas forcément de style. On va y venir parce que Lundgren, c'est pas le bourrin qu'on veut qu'on nous vend entre guillemets par rapport à son physique, et je vais revenir dessus quand je vais le présenter. Mais voilà, il y a une opposition physique, il y a une opposition de ligue qui est intéressante, et, et j'aime beaucoup ce match-up. J'adore ce match-up aussi. Et moi, ce qui m'intéresse dans le combat, au-delà de ce que vous avez dit, c'est surtout l'approche stratégique de part et d'autre. Je pense que ça va peser lourd dans la balance. Et il y a, on va peut-être en parler plus tard, mais pour moi, il y a un genre de similitude sur les profils. Dans le sens où les deux ont un background en pied-point, on les voit comme des strikers, mais ils ont vraiment bien bossé sur la capacité à rendre leur profil assez complet. Donc comme d'habitude, je vais un peu décrire les deux combattants en termes de palmarès, et puis on va partir sur les pronostats, les profils forces et faiblesses, et surtout la partie game plan. Donc j'ai commencé par Kaolan Loufran, qu'on connaît peut-être moins ici en France. Donc c'est un Irlandais invaincu avec 8 victoires, automatiquement pour 0 défaite. Sur ces 8 victoires, on en a 5 par KO, 2 par soumission et une à la décision. Et sur les grosses promotions, il a 4 victoires au Cage Warriors, dont la dernière qui était pour la ceinture Bantamweight. Du côté de Yanis Guémouri, on a un beau palmarès de 12 victoires pour une défaite. Cette défaite qui remonte à son quatrième combat professionnel en 2015. Donc là, il est sur une belle série de victoires. 3 victoires par KO, 4 par soumission, 5 à la décision. Et comme tu l'as souligné, Aldric, il a fini avant de signer à l'UFC au Brave, qui fait partie aussi des grosses promotions européennes. Donc on a vraiment ce côté Brave contre Cage Warriors, début contre début à l'UFC Paris, ce qui est très très intéressant. Donc voilà, de nouveau, on est très tôt pour enregistrer ce podcast. On n'a pas les odds officiels et on va donc les définir ici. Pour Benoît Saint-Denis contre Moïse, c'est moi qui ai commencé, donc ici je me mouille pas, j'étais un peu différent par rapport à vous, mais c'est noté, hein, je pourrais vous prouver ce que j'avais noté. Donc j'ai une fois commencé par Aldric. Tiens, Aldric, quel est ton pronostat pour ce combat? Qui vois-tu va favori et à quel degré? Ah, je vais me faire engueuler par la communauté, mais je m'en fous. Euh, 55-45, Lundgren. Je m'en Ok, fous, engueulez-moi. J'assume non, non, totalement. non. Mais encore une fois, c'est peut-être un bon moment pour préciser. Ici, on n'est pas pour on supporte les Français, mais on est là Bien pour sûr, être François. objectif, intègre et honnête envers nos analyses. Ici, c'est un combat qui est difficile à analyser parce qu'aucun des deux n'a combattu à l'UFC. On doit essayer de jauger l'adversité de part et d'autre. C'est des styles différents de faire un chemin au Cage Warriors ou au Brave, donc c'est extrêmement difficile de le dire. Et merci pour ton honnêteté. Voilà, si et je vais prendre un exemple. Hein, si ma mère combat contre John Jones,
je vais supporter ma mère, mais je lui donne 0% de chance. Non, mais tu vois, c'est un très bon exemple. C'est absurde, mais c'est un très bon exemple. Donc, si tu penses que Loufran est favori à 55%, merci de l'annoncer tel quel et de pas mentir pour faire plaisir à certains auditeurs. Je tiens juste à Brian. préciser que je ne compare pas Yanis Gemouri à la mère de Chris. Hein. Voilà. Ah ben ils ont des points communs. Ils sont tous les deux extrêmement gentils. Vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est deux personnes que j'aime bien. Bon, à d'autres degrés. Désolé Yanis, je préfère ma maman. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. On va y arriver. Brian, est-ce que toi t'es un bâtard aussi comme Aldric ou non. Quel est ton pronostat? Bah écoute, moi j'ai exactement le même, hein, je peux te le montrer, c'est écrit 45-55, je vois Lougrand favori. Alors c'est toujours pareil, hein, ça veut dire que on part sur un truc complètement neutre. Hein, Yanis, c'est quelqu'un que je côtoie depuis pas mal d'années, on s'était rencontrés il y a très longtemps et que j'apprécie énormément. Et c'est pas pour dire que je le trouve moins fort ou moins ci ou moins ça, c'est qu'il a un gros challenge devant lui et c'est pas pour autant que je pense qu'il va pas le réussir. Je pense qu'il y a les chemins pour qu'il gagne, mais en tout cas sur le papier, en regardant les différents combats et tout, je pense que Lougrand part favori et je pense que ça sera ça sur les odds making entre guillemets. Mais voilà, donc oui, pour moi je rejoins Aldric et je suis content parce que c'était c'est jamais, enfin voilà, hein, c'est toujours pareil, mais comme on l'a dit, hein, il faut rester honnête et puis dans tous les cas, parce qu'on a eu quand même tout un truc autour. Moi en tant que combattant, ben au contraire, quasi à tous mes combats on me voyait underdog, je chiais pas des barres ou quoi que ce soit. Au contraire, ça me faisait plaisir parce que j'avais encore plus à prouver, tu vois. Mais c'est ça qu'il y a de très important à comprendre. Dans tous les combats, il y a un vainqueur, il y a un perdant. Dans tous les combats, il y a un favori. À très rares occasions, il y a des égalités, il y a des piquems dans les côtes de Paris. Mais voilà, dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui doit partir underdog. Et si l'underdog gagne, c'est d'autant plus beau. Donc voilà. On a tout à prouver, on a 2 fois plus à prouver. On a eu la même chose avec notre dernier combat avec Grit, on a été underdog. T'arrives, t'as le sourire parce que tu te dis on vient pour gagner, on va prouver qu'ils ont tort, tu vois. Donc tant mieux entre guillemets. Ouais, et c'est ça qui est intéressant. Avec Grit, on a été ultra underdog et ce qui est intéressant, c'est justement ce travail de comment est-ce que on peut mettre en place une stratégie, une préparation, un training camp de sorte à inverser les odds et surprendre la population, un peu comme l'a fait BSD aussi contre Godfim. J'ai une petite question, Brian, parce que quand on a fait notre podcast ressenti, on n'avait pas du tout analysé, on faisait de tête et tes cotes de paris se sont un peu inversées puisque de base tu donnais Yanis léger favori dans ce combat. Quel est l'élément qui t'a fait rapidement, hein, quel est l'élément qui t'a fait transiter d'un côté vers l'autre? Ah bah c'est comme on l'a dit, hein, tu as le premier truc, l'annonce, un ami, etc. et un combat, tu te dis ouais ça va, c'est cool et tout le bazar, tu vois. Et puis après bah tu te lèves à 6 heures du mat, t'analyses les combats, tu regardes et tu te dis bon bah c'est quand même un combat difficile, tu vois. C'est toujours pareil. Donc il y a le moment, genre l'émotion et tout, et puis après il y a le taf d'analyse et d'essayer de mettre les choses de côté. Donc voilà. Alors moi de mon côté j'avais 51-49 pour Gemouri. Je suis vraiment, enfin je me suis pris la tête en regardant les combats. J'arrive vraiment pas à définir. Je me dis ok, lui il a ça comme chemin vers la victoire, lui il a ça. Et ma conclusion c'était vraiment tu fais le combat 10 fois, ça peut vraiment partir dans tellement de directions différentes, ça peut avoir 10 résultats complètement différents, ça va dépendre beaucoup de la stratégie selon moi et de qui arrive à gérer cette pression de l'UFC. Et je me suis dit, voilà, en voyant l'interview de Yanis, je vois que c'est quelqu'un qui est très posé, qui va probablement plutôt être stimulé par le public français et c'est pour ça que je lui donne un petit pourcent ou deux de chance en plus, mais ce qui est pas notable quand tu réduis à 10, s'il combat 10 fois, ça fait 5-5, si tu arrondis. Alors,
Qui est-ce que j'ai noté pour définir force et faiblesse de Gamouri? C'est toi, Yanis. C'est toi, Brian. Brian, est-ce que tu peux nous faire un petit profil sportif sur ton ami Yanis Gamouri? Alors, Yanis, donc on pourrait le présenter. Moi, je le vois un peu comme un très bon kickboxer. Donc, il est droitier. Mais ça reste un profil très complet, hein. C'est un gars qui a commencé, qui a une petite base de kickboxing, mais qui a commencé par du MMA. Donc, de la même manière que, un petit peu comme son partenaire Fares Ziam, on va le présenter souvent comme un très bon kickboxer, mais c'est des gars qui sont excellents partout. Euh, Ce que j'aime beaucoup chez lui, donc travaille très bien en contre avec ses check hooks. Il a d'excellents low kicks, très très rapide, très vif. Et alors il a comment on pourrait appeler ça, un instinct de tueur comme ça, tu vois. S'il a une ouverture, si vous lui laissez une seconde, il va frapper et mettre KO TKO, et c'est assez vicieux comme ça. D'excellents coudes quand il est dans la garde. Donc très très agressif quand il est en top position. Et sur ses faiblesses, euh, il peut se faire surprendre de temps en temps, que ce soit au sol, en termes de se retrouver dans des positions un petit peu compliquées dans des démarrages de soumission, et parfois être un petit peu ouvert debout. Donc il s'est déjà fait connecter sur des petits moments debout. Mais bon, voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, sur les faiblesses, on parle de gars qui a affronté du bon niveau. Et, et forcément, hein, on n'est pas... Voilà, donc il y a quelques petites ouvertures sur lesquelles il doit faire attention. Mais ça, c'est pour le profil sportif. Dernière chose, il s'entraîne à Lyon au Climax Fight Fight Academy. Academy, ouais. Voilà. Et donc c'est un partenaire de longue date, comme j'ai dit, de Fares Ziam. Et je pense que j'ai fait le tour, quoi. Je pense que j'ai fait le tour. C'est une bonne façon de décrire Yanis, selon moi. Mhm. J'aurais pas fait mieux, j'aurais pas fait plus complet. Euh, Aldric, tu nous fais un petit profil de Loufran? Ouais, j'aime beaucoup la construction de carrière de Kaolan Lundgren. Vite fait, donc 8-0 en pro, 8-2 en amateur, 1m68. Team Kaobun que j'aime bien. La team Kaobun, la team de Colin Yeron, c'est une team qui est très old school encore, où ils mettent Colin les force encore à mettre le kimono. Je vais citer quelques athlètes de cette équipe quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. Darren Till, bien sûr, Thomas Pinal, Ali McLean, que j'ai affronté, Terry Etim, Rob Sinclair et Chris Stringer, que Miguel Haro de chez moi a affronté. Donc c'est pour moi le plus gros. Alors je vais vous choquer parce qu'on en parle peu de cette team, enfin peu, le grand public, mais pour moi c'est la plus grosse team UK pour les 66, un peu plus haut que 61, parce que 61 ça reste la Grande-Bretagne top team, mais à partir de 70 kilos c'est la meilleure team UK, à mon humble avis, et bien évidemment en poids lourd. Donc c'est un Irlandais qui vit à Liverpool et qui s'entraîne à Liverpool, avec une carrière amateur qui a duré 2 ans et demi. Donc j'aime bien la construction de carrière. Un 8-2 en amateur tout à fait honorable. Une carrière en pro step by step. Petite anecdote, ses 2 premiers combats pro, ses adversaires avaient respectivement 0,31 et 0,39 en termes de défaites. Donc c'est une carrière, et il enchaîne un 3e combat avec un 0-0. Donc tu vois, la carrière vraiment step by step, et presque préparée entre guillemets, mais pas négativement. Cela étant, il se rattrape très vite de ça, puisqu'on voit son run pour la ceinture du Cage Warrior, c'est lourd, avec des combats engagés, avec des combats où il a montré beaucoup de facettes. Il est effectivement très très massif sur la KT. Il est raide, par contre. Ça, c'est quand même un fait sur lequel on reviendra sur le game plan. Il est quand même très raide au niveau de sa posture. Et je pense que les frappes en zone basse peuvent être un problème. Mais que ce soit sa puissance, son timing, ses déplacements, sa lutte en chaîne, son chain wrestling et son grappling en top position avec les frappes, c'est fort. C'est fort, c'est très athlétique, c'est durable. Et c'est un très très gros challenge, je pense, qui se présente à Yanis Guémot.
Merci pour le profil, c'est encore une fois bon taf. J'ai rajouté quelque chose parce que ça me paraît assez intéressant. C'est deux défaites en amateur, c'est contre Nathan Fletcher, 8-1 en professionnel, et contre Rhys McEwan, 7-1 en professionnel. Tous les deux évoluent également au Cage Warriors et font donc un très bon run sur du bon niveau européen. Donc voilà, sur ces deux défaites en amateur, c'est quand même face à des prospects qui sont également en train d'évoluer et peut-être des noms qu'on pourrait retrouver prochainement à l'UFC. On va passer à la partie clé et cœur de cet épisode, les game plans. Donc encore une fois, je vais ouvrir. Je vais ouvrir pour Yanis. Donc moi, j'ai noté 3-4 points qui me semblaient intéressants. Face à Nowitzki, j'ai vu un Yanis qui utilisait de bons déplacements. Il switchait hors zone pour changer la dynamique, prendre de la distance. Il avait des bons mouvements latéraux. Et je pense que face à Loufran, qui fait le meilleur de son taf dans un jeu où les deux sont un peu plus statiques, un peu en mode Dutch kickboxing, je pense que le fait d'utiliser de la mobilité, des switches, ça permettrait d'éviter un genre de pression du côté de Kaolan, ce qui serait nécessaire pour lui dans ce combat, je trouve, et ça lui permettrait aussi de peut-être éviter, j'ai pas appelé des guerres, parce que comme tu l'as souligné, Aldric, Kaolan est capable dans l'échange, c'est pas pour autant quelqu'un qui va à la guerre pour aller à la guerre. Deuxième point que j'ai noté évidemment pour Yanis, c'est avec ce genre de différence de taille, c'est utiliser les armes longues. Il y a clairement une distance à laquelle Yanis peut toucher Kaolan sans se faire toucher en retour. Donc il doit trouver justement cette distance et être actif sur cette distance avec des front kicks, des oblique kicks qu'il utilise beaucoup et j'aime bien dans ce genre de combat, des low kicks, les jabs, un peu comme il a fait justement contre Nowitzki, parce que j'ai beaucoup regardé ce combat, je l'ai trouvé très intéressant. Et alors les armes de grands face à des petits, front kick au visage pour surprendre, uppercut en contre. S'il est à l'aise, genou sauté, tout ce qui vient d'en bas vers le haut, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est quand tu es à l'aise avec le timing et dans le combat. Je pense que les feintes peuvent être très intéressantes. Kaolan est quelqu'un qui contre bien. Donc face à un contreur feinté pour qu'il contre dans le vent, ça peut amener à frustrer, ça peut le rendre plus attentiste sur ses contres et ça peut donc un peu le sortir de son jeu. Et ça, je l'ai mis entre parenthèses, tester la lutte. Parce que ça, d'un côté comme de l'autre, je crois que ça doit faire partie de ce que j'appelle le back pocket dans la stratégie. On a vu un Kaolan gagner contre Luke Shanks grâce à la lutte, mais on a vu un Kaolan qui est plutôt dominant sur son pied-point généralement dans ses combats, au même titre que Yanis Gemouri. Je pense que Yanis est quelqu'un qui va d'abord utiliser son pied-point en étant conscient qu'il a toujours une très bonne lutte et un bon grappling si cela s'avère nécessaire. Donc voilà, je l'ai noté entre parenthèses. Pour une fois, je vais changer l'ordre. Tiens, j'ai demandé à Aldric de compléter d'abord et puis Brian. On change de dynamique. Ouais. Moi, je pense très honnêtement que sur la lutte, ça risque d'être très compliqué. Ça peut passer, hein, parce qu'à partir du moment où il y a des frappes, tout ça est très ouvert. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose à tenter. Je suis pas persuadé que Lundgren soit un cador sur le dos. Après, moi, je vois la solution, en tout cas les points qui me paraissent intéressants à souligner. Pour Yanis, en tout cas, c'est le travail à distance, saper les membres inférieurs par calf, low kick et désengager. Parce qu'il y a des interrogations. Effectivement, je pense que la lutte, c'est pas une interrogation. Je suis persuadé que c'est ultra solide, Lundgren en lutte. Ultra solide. Puisqu'on voit quand même sur ces combats amateurs qu'il y avait déjà une grosse responsabilité sur sa lutte offensive et défensive dès l'amateur. Donc je pense que c'est très solide en lutte. Mais je ne connais pas sa durabilité s'il rush tout le temps pour aller chercher et s'il n'arrive pas à toucher. Comment il va répondre à un travail de low kick intéressant. Comment il va répondre s'il doit avancer tout le temps parce que c'est une grande cage, la cage de l'UFC, et avec des déplacements et surtout un déficit de taille tel que celui-là, eh ben, il va devoir faire un très gros travail de cadrage. Pas persuadé qu'il soit hyper capable de le faire. Donc il y a quand même des points hyper intéressants à travailler, je pense, et des interrogations dans ce combat. Après, c'est un animal avec une grosse lutte et de son côté, je pense qu'il va essayer effectivement de travailler dans la poche pour pouvoir et toucher sur son anglaise et ses kicks, parce qu'attention, il est court sur patte, mais ça monte, les high kicks, ça monte très vite et très fort. Et derrière, pouvoir lui donner la possibilité, comme il l'a fait au Cage Warrior, de faire takedown et de travailler sur des top positions que j'aime beaucoup parce qu'il frappe énormément. J'aime bien, moi, c'est ce travail en top où ça arrive toujours à dégager un bras pour travailler. Je suis assez fan de son travail là-dessus, j'aime bien.
Et merci beaucoup. Brian, tu as quelque chose à compléter par rapport à ce que Aldric et moi-même avons dit pour la partie game plan de Yanis? Alors, écoute, je te rejoins, je vous rejoins tous les deux, hein. Donc pour compléter ce que disait Aldric sur la lutte de Kaolan, il s'entraîne avec Mike Grundy, qui est un des meilleurs lutteurs anglais, hein, et qui a une grosse expérience. Donc c'est son partenaire d'entraînement. C'est très très solide effectivement. Euh, pour Keolan, pour moi, moi personnellement, je le vois vraiment comme un boxeur contreur et comme tu disais, un lutteur, grappleur-lutteur, donc il va chercher au sol. Et donc, ce que j'avais noté sur le game plan qui me semblait judicieux, mais Chris, ça je te rejoins complètement, je pense que les kicks de Yanis à distance, les front kicks, les snap kicks, tout ce genre de choses et les déplacements, peut-être avec un peu de changement de garde, ça peut être très très problématique pour Kaolan. Kaolan, il est très réactif et donc c'est pour ça que c'est un excellent contreur en boxe, mais il est aussi très réactif dans sa défense. Donc dès il voit un changement de niveau, il va reculer sa jambe. Il a son poids sa tête qui est pas mal en avant. Donc effectivement, comme tu le disais, une feinte de takedown sur un genou sauté, ça pourrait très très bien fonctionner. La lutte à tester, ouais, moi je pense que la lutte, je pense que Yanis serait capable de surprendre et de mettre Kaolan sur son dos, mais il doit pas être proactif entre guillemets. Enfin, s'il va proactif, je pense il va perdre beaucoup d'énergie. Mais une opportunité de mettre Kaolan sur le dos, et là je vous rejoins tout à fait. Je pense que quand on voit son dernier combat, Kaolan était très très responsable défensivement en lutte face à Dylan Hazard. Dylan Hazard, c'est une fois qu'il met au sol, il contrôle, et il grind, il contrôle, et il est chiant comme ça, il te garde sur le dos. Et Kaolan ne voulait absolument pas se retrouver dans cette position, donc défensivement, il était vraiment, vraiment au point, très bas sur ses appuis, ultra réactif. Donc ça pourrait être un chemin. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça va être, je pense, sur les kicks qui pourraient, et puis les longues distances, ouais. Ouais, ouais. Et ce in and out aussi. Donc de faire réagir pour avoir des crochets qui démarrent ou ce genre de choses. Beaucoup de feintes, effectivement. Donc je vous rejoins complètement là-dessus. Et je rejoins Aldric sur la lutte où ça doit pas. Ouais, pour moi, on pourra. Je pense qu'Anis a une très très bonne lutte. Il l'a montré sur son timing, mais voilà, il faudra que la comment on appelle ça, que Kaolan soit un peu endormi entre guillemets avant sur le plan de la lutte. Là, Qui se fasse surprendre. on a fait un tour complet. J'ai juste envie de compléter peut-être avec deux éléments. Je trouve que Kaolan, il est aussi très durable. Il est capable d'encaisser sans vraiment broncher. Donc ça, c'est important parce que je crois que ça va être difficile de le finaliser. Il faut peut-être avoir une stratégie aussi où on s'attend à aller la gagner, à gagner le combat à la décision. Et Yanis Ghemmouri a aussi un bon check-hook, je trouve. Donc effectivement, travailler sur des feintes pour aller chercher ce check-hook en contre peut être intéressant. On va faire l'ordre inverse. Donc, Brian, je vais te lancer pour ce à quoi toi tu as pensé pour Loufran en termes de stratégie face à Ghemmouri. Ensuite, on passe à toi, Aldric, et puis je clôturerai avant de passer aux pronos et aux préférences. Alors pour Loufran, pour sa stratégie, je pense il doit s'attendre à ce qu'il y ait des kicks. Donc je pense qu'il doit directement mettre de la pression, directement avancer, chercher à cadrer et tout. Donc passer en dessous. Je pense que son chemin le plus sûr pour la victoire de son côté, c'est de mettre à la cage, de mettre sur le dos et de chercher le grand endpoint. En tout cas, c'est vers ça que je pense qu'il a le plus de chance. On a vu qu'il avait une très très bonne capacité aussi à prendre le dos. Il est assez petit, donc il pourrait s'installer aussi dans le dos. Et je le vois, ben voilà, hein, comme c'est assez le style anglais, hein, les Anglais respectent beaucoup le kickboxing des étrangers et notamment des Français, et souvent ils n'ont pas trop envie de se mesurer à ça. On le voit souvent dans les combats, et donc je le vois mettre de la pression et travailler en lutte à la cage. Et, euh, et voilà, et chercher la position pour frapper, prendre ses rounds comme ça.
Raison de plus pour Gameuri, si on s'attend à ce genre de game plan, de bien travailler à distance, qui lui donnerait un temps de réaction vu la distance à parcourir pour casser pour casser ce range et venir coller à la cage ou chercher la lutte. Aldric, tu as quelque chose pour compléter? Rien à rajouter sur le game plan de Lundgren et je vais juste essayer d'imager un petit peu nos propos pour les gens qui nous écoutent. Pour moi, c'est presque un Gomis Marshall dans une catégorie différente. C'est-à-dire que, voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vois le combat. Si ça arrive à boxer en reculant et à pas se faire grinder, ça peut gagner à la décision. Et effectivement, comme a essayé de faire Marshall, et il a très bien fait sur le troisième round, si je dis pas de bêtises, le game plan de Lundgren, c'est coller, striker et effectivement passer du temps en top position, voire prendre le dos. C'est exactement comme ça que je vois ce combat. Et c'est un remake avec des acteurs au final assez similaires, je trouve, en termes de style. Ouais, j'aime bien l'analogie, vraiment. J'y avais pas du tout pensé. Et, c'est clair. Et du coup, ça montre aussi qu'il faudra, parce que dans les faiblesses entre guillemets de Yanis, bon, t'as pas utilisé le terme faiblesse parce que voilà, 12-1, on parle plus de faiblesse, on parle de voilà d'habitude exploitable ou de pattern dans certains combats. Un manque de lucidité peut coûter très très cher. On l'a vu aussi avec Gomis contre Marshall. Hein, ça, au final. Gomis est à fond en contrôle du combat et puis à un moment il y a une petite erreur, il sait prendre le dos et encore une fois il doit survivre à une tentative de soumission un peu chaude. Ici on pourrait très bien avoir un Yanis qui contrôle très bien les deux premiers rounds et puis avec la fatigue et moins bonne gestion de la distance et il se fait amener au sol, prise de dos et ça peut être vite dangereux. On a vu un Kaolan qui est capable de finaliser du dos, quelqu'un de compétent en Luke Shanks. Moi j'ai complété juste avec la partie pied-point. Donc si Kaolan n'est pas capable d'amener ça au sol, je pense qu'il a quand même des éléments sur lesquels il doit se baser. Forcément, quand tu es plus petit, il y a deux options. Hein. Donc, ce que tu dois chercher à faire, c'est all the way out ou all the way in. Tu dois être à une distance où aucun des deux peuvent se toucher, ou bien tu dois être à une distance où les deux peuvent se toucher. La pire distance à laquelle être, c'est la distance où l'autre te touche et toi, tu es incapable de le toucher de par ta petite taille. Donc ici, je pense qu'il doit plus chercher l'option où proactivement c'est lui qui force un maximum le all the way in avec de la pression et chercher à être au boxing range le plus souvent possible. Peut-être frustré avec son low kick comme il l'a fait contre Hazan. Il a un bon low kick un peu à la Volkanovski, hein, qui est plus petit que ses adversaires. Il va chercher une de ses armes longues face à la cible la plus rapprochée de son adversaire et ça lui permet un peu d'ennuyer même un range qui n'est pas idéal pour lui. Aldric, toi tu parles souvent d'intensité. J'ai l'impression qu'une différence entre le Brave et le Cage Warriors, c'est qu'au Cage Warriors, on a un volume de jeu un peu plus élevé. Donc Kaolan est plus habitué à un combat où il y a plus d'échanges, plus de frappes, plus de volume, et donc venir titiller Yanis sur un combat avec un peu plus d'intensité et de volume. Et alors un truc, c'est que Yanis, il a cette défense Muay Thai assez classique où il tend de temps en temps les bras pour défendre en pied-point, ou bien il fait un recul du buste. Dans les deux cas, il y a pas mal de techniques pour venir ennuyer. Feinter, une frappe à la tête et venir frapper au corps, ou venir envoyer un low kick derrière. Il y a évidemment envoyer des coups au corps pour un peu pousser cette réaction défensive à la Israël Adesanya et puis venir avec un overhand comme l'avait fait Alex Pereira dans leur premier combat. Et Adesanya l'avait fait sur Pereira aussi dans leur premier combat MMA dans la fin du premier round. Il y a aussi la Rose Namarunas contre Johanna, je vais pas me perdre sur son nom de famille avec le large crochet. Donc voilà, il y a peut-être des solutions techniques. Là c'est pas sur l'approche, mais technique pour venir passer autour de la défense classique de Yanis, qui est de soit tendre les bras, soit de faire un recul du buste. Il le fait très bien, il le fait de manière très qualitative, mais je pense que ça ouvre des portes, notamment sur les body shots et les low kicks avec des feintes qui précèdent. Ok, bah il est temps de donner les pronos et les préférences. Moi, mon prono, c'est une décision pour Guémouri, une décision très compliquée, mais une décision pour Guémouri. Ma préférence, ce serait de le voir finaliser Kaolan. Ce serait un énorme statement. J'y crois pas spécialement, mais c'est ce que j'espère. Brian, de ton côté? Moi, mon pronostic, je vois la même chose. Décision Yanis, mais très serrée. Donc, je pourrais presque voir une split. Alors sur les splits, pour moi, c'est toujours trois angles de vue. Hein, donc c'est le calcul de tout.
Et je pourrais voir que de deux angles, deux points de vue, on voit Yanis, et d'un angle, on voit Kaolan. Et donc, je pense que ça va être très très serré. Je pense que ça va être un combat qui va, voilà, ça c'est mon pronostic, une victoire très serrée d'Yanis. Ma préférence, clairement, je te rejoins entièrement. J'aimerais le voir mettre KO Kaolan. Soit avec un genou sauté, soit avec un kick ou un truc dans le genre. Ça serait vraiment. Et je pense quand même on en a pas parlé, mais tous les deux, parce que en fait, c'est pas deux profils, mais tous les deux, on les a vus régulièrement se retrouver dans des positions de soumission assez dangereuses. Kaolan, il s'est retrouvé dans une guillotine contre un de ses adversaires qui était franchement sale C'est contre Shanks. et contre Shanks, et Shanks il a déconné parce que elle était quand même salement engagée. Je sais pas pourquoi il a pas. Bref. Et Yanis, on l'a vu aussi se retrouver dedans. Mais par contre, sur ce plan-là, je pense que Yanis aura plus d'opportunités de soumission que Kaolan. Et voilà. Donc il pourrait y avoir une soumission, mais moi, en tout cas, ma préférence, ça serait de voir un gros KO, une grosse victoire par KO d'Yanis. Et ça serait vraiment vraiment top. Et je pense qu'il y a de l'espace quand même pour le faire, même si Kaolan semble avoir la tête dure. Un menton, c'est un menton, un cerveau, c'est un cerveau, quoi. Je vais faire une petite parenthèse parce que quand tu dis ça, ça me fait penser, tu vois, tu as parlé de Mike Grundy qui s'entraîne et qui est coach probablement de lutte de Kaolan. Oui, dans son coin, ouais. Moi, quand on parle de Grundy, ça me fait penser à sa défaite contre Makwan Amirkhani, où typiquement il essaie d'utiliser sa lutte, mais il laisse exposer sa tête et il se fait avoir dans une soumission après 1 minute 30, je pense. Donc peut-être qu'il y a un peu ce manquement, cette orientation trop lutte sans passer au grappling et aux attaques potentielles en soumission dans ce camp, en espérant pour eux qu'ils ont travaillé là-dessus. On finit avec toi, Aldric, ton prono, ta préférence? Lundgren, décision. Préférence, bien sûr, Gemuri qui s'impose par KO pour que ses débuts soient remarqués. Magnifique, les amis. Brian, Aldric, un tout grand merci. Encore une fois, vous êtes venus super préparés. Vous échangez avec expertise, avec transparence. C'est un plaisir de pouvoir avoir ce genre d'informations et de valeur ajoutée grâce à vous deux.